Salut les ombres, ici Art, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré, les ombres LGBTQ+. Ça fait extrêmement bizarre de dire cette phrase après autant de temps d'absence, je sais. Vos oreilles ne rêvent pas, mais nous sommes de retour enfin, après presque un an et demi quand même, c'est fou. Mais ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, merci beaucoup d'être présents, d'être à l'écoute pour ce nouvel épisode, pour cette nouvelle saison. Je suis accompagné de Bueno et Yuri, mes acolytes de toujours. Bienvenue à vous les ombres. C'est parti pour cette nouvelle saison. Let's go. Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ce moment et de pouvoir vous raconter, de pouvoir discuter, d'aborder des thèmes. Et puis cette nouvelle DA qui a été proposée par Art et Yuri. Et puis voilà, je suis hyper content et j'espère que les auditeurs seront prêts, qu'ils nous attendaient et qu'ils aient faim, pardon, de tout ce qu'on a préparé, de ce qu'on a à leur donner. Donc voilà. Mhm. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et nous sommes très 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 heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. On vous a lu, on vous a entendu, ne vous inquiétez pas et on est prêt pour un nouveau départ avec vous. Ce format sera nouveau, il sera inédit et vous allez plus nous découvrir et rester vraiment connectés parce qu'il y a beaucoup de surprises qui vous attendent. Je pense qu'on était quand même assez attendus. On a reçu pas mal de messages de quand est-ce que vous revenez, quand est-ce qu'il y aura un nouvel épisode, etc. Et franchement, ça faisait plaisir. On avait vraiment envie de revenir, mais comme vous le savez, la vie est compliquée parfois. On a nos propres expériences aussi et nos vécus, nos occupations. Moi, par exemple, j'ai emménagé il y a pas longtemps. J'ai changé de ville, changé de vie. J'ai recommencé ma vie autre part et ça m'a pris du temps, le temps d'emménager, poser mes bagages, mes valises et de reprendre tout à zéro. C'était un long parcours, mais je suis assez fier de tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'ici. Et puis voilà. Donc j'ai très très hâte de commencer cette nouvelle saison. De mon côté à moi, j'ai eu mon diplôme, nouveau travail. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Là, je me suis vraiment concentré sur moi, sur moi, sur moi. Et c'est une période où, bah, new character development, you know. So, on a beaucoup avancé. J'ai travaillé sur moi. Je me suis découvert sur plein de choses. J'ai su ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et je suis prêt pour la prochaine étape de ma vie, quoi. Ouais, en écoutant Yuri, je me suis rappelé qu'aussi que cette année, j'ai aussi eu mon diplôme. Et comme Art aussi, j'ai dû voyager, mais j'ai pas changé de ville. J'ai juste posé mes pensées qui me hantaient. J'ai commencé une nouvelle vie, j'ai fait mon coming out à ma mère. Et tout ça, c'est grâce au podcast. Yeah! C'est grâce à Félicitations! vous, c'est grâce à tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on se raconte. Ça m'a donné la force et aussi aux auditeurs et de me dire que voilà, je devais être honnête avec eux-mêmes, honnête avec moi-même et affronter ma vie. Donc voilà, c'est une nouvelle vie que j'entame. C'est un nouveau moi et je suis très très content. J'espère que ça se sent parce que j'ai vraiment traversé des moments compliqués et là je suis là. Bravo Bueno, bravo Bueno. Bravo Donc maintenant, Yuri, bravo Art, bravo pour votre Yes. courage, votre présence, bravo pour tout quoi, bravo pour ce qu'on est là maintenant. Et bravo à vous les Arthur a hommes eu, d'avoir continué à nous écouter malgré notre absence. Yes, Arthur, merci. tu nous raconteras ton immersion dans ta nouvelle ville. Qu'est-ce que ça fait de toi aujourd'hui et comment tu vois la vie? Donc, bon, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu veux bien répondre, partager un peu vite fait cette expérience avec nous? Surtout sur le cadre de la communauté. Je suis un homosexuel libéré. Je peux m'habiller comme je veux, je peux faire ce que je veux. Non, je rigole. J'ai toujours été libéré, mais non, mais dans ma nouvelle vie, ça va. Franchement, j'ai l'impression d'être à ma place. Est-ce que tu Euh, veux dire la ville dans laquelle où tu es ou c'est quelque chose que tu veux garder pour toi? Paris! Je pense que tout le C'est monde une aura une idée, quoi. Genre, Parisienne, c'est la une ville de la Parisienne. Renaissance. Ouais, clairement. Non, franchement, j'avais envie de changement et Paris me tapait dans l'œil depuis un moment et j'ai décidé de poser mes bagages. Et puis voilà, tout est nouveau, tout est beau, tout est forcément, c'est Paris. Et Bah, puis voilà. euh, du, du coup, Art, est-ce que Gims, il a chanté pour toi, la Parisienne? C'est- C'était peut-être pour lui, tu sais pas. Peut-être, peut-être. Non, mais il y a un truc qui se passe à Paris, c'est un truc de fou. Et quand je dis que c'est la ville de Renaissance, pour moi, c'est vraiment, c'est la ville d'amour, c'est la ville de liberté, c'est la ville où tu peux être qui tu veux, qui tu es. C'est vraiment la ville de toutes les expressions possibles et imaginables. Tu fais ce que tu veux.
Et c'est pour ça que j'aime cette ville. Et je pense que tout est possible ici. Et depuis que j'y vis, je suis hyper heureux. Et j'invite toute personne qui veut plus de liberté, et qui se donne les moyens, qui a les moyens de le faire, en tout cas, de venir ici et de vraiment vivre sa vie, quoi. C'est un truc de fou qui se passe ici. J'adore cette ville. En tout cas, merci Paris. Mais je suis Merci pas pour le Paris. PSG, par Mais, contre. mais, Mais mais c'est protégez-vous, aussi, s'il vous plaît. c'est aussi la ville de tous les fantasmes. Mhm. Pourquoi vous ne voulez pas nous en parler? Oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit protégez-vous. Parisienne. Bah, de tous les fantasmes, mais c'est aussi ce qui va un peu nous permettre de faire une transition sur le sujet du thème, sur le sujet du jour, pardon. C'est aussi la ville, même s'il y a beaucoup de monde, même s'il y a beaucoup de communautés, même si on peut s'identifier à pas mal de communautés, de groupes et tout, il y a quand même pas mal de gens qui sont seuls, qui sont tristes. Je parle plutôt des personnes LGBT en tout cas. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Même si c'est une grande ville et qu'on peut tout faire, qu'on peut tout voir, qu'il y a pas mal de choses à voir et à faire et tout, Mhm. on peut quand même se retrouver seul en tant que personne queer. Et c'est ça qu'on va... LGBT, c'est ça On va on va aborder aborder aujourd'hui. aujourd'hui. Yes. Mais que ce soit de Paris ou ailleurs ou dans le monde en général, c'est un sujet qui revient souvent beaucoup dans la communauté. Au fur et à mesure que tu prends de l'âge, j'ai plutôt l'impression que c'est un truc qui est lié à l'âge, en tout cas de mon expérience personnelle, tu te retrouves de plus en plus seul. Je sais pas si ça vous parle un petit peu. En tout cas, le thème du jour, si on doit l'annoncer, c'est cuir et solitaire. Je pense que on ne doit pas être les seuls à penser être seul parfois en étant une personne queer et en étant encore plus une personne noire qui est parfois isolée parce qu'elle ne vit pas ses vérités, de se sentir seule. Et quand elle n'est pas en paix avec elle-même, ses émotions, ses sentiments, sa sexualité, elle peut être encore plus seule. Mais dans la communauté, j'ai ce sentiment que on a tendance à, au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on ait vécu certaines choses au fur et à mesure de notre parcours, bah, on se retrouve souvent seul. On a du mal à construire quelque chose de solide en termes de relations amoureuses avec certaines personnes. Mais voilà, je sais pas si ça vous parle. Paris, c'est vraiment une des métropoles où tu peux beaucoup témoigner, même quand tu n'es pas LGBT, tu peux beaucoup témoigner de la solitude d'une manière générale, du fait que bah, pour voir les gens, tout le monde est occupé, tout le monde est très occupé, les transports en commun, c'est hyper long, partir d'un point à un autre, c'est hyper long, tu peux passer ta journée dans les transports et quand tu vois les gens, il faut programmer. Mais à combien de raisons quand tu es LGBT? J'ai envie de dire, est-ce que c'est évident? C'est, 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 est-ce que c'est vraiment un schéma dans lequel tu peux t'épanouir pleinement? Moi, je dirais, bon, c'est vrai que je vis pas à Paris, pour ceux qui nous écoutent, mais j'y vais souvent. Et pour les peu de remarques que je fais, et aussi même en comparaison à l'endroit où je vis, je dirais que c'est deux points de vue, deux axes qui sont très différents en fonction d'où tu viens. Je vais traiter le cas de Paris dans ma réponse et traiter du coup en comparaison avec d'autres villes qui sont beaucoup plus conservatrices, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, je dirais que Paris a son bien et a son mauvais. Paris a son bien dans le sens où je crois les rencontres sont beaucoup plus faciles. Mais ça a son mauvais, pourquoi? Parce que l'écosystème est conditionné par les mentalités locales. À Paris, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de solitude, mais la solitude vient du fait que, bah, en vrai, je pense qu'il y a un schéma qui essaie d'être reproduit par toute personne qui vient et pose cet écosystème. Elle vient avec peut-être sa manière de faire, sa manière de voir la vie. Elle trouve un écosystème, disons les termes, mais je vais peut-être choquer certains, mais je pense que bah, beaucoup vont comprendre ce que je dis. Des personnes qui sont souvent brisées, endommagées, et du coup, ça crée un écosystème où les gens portent énormément de blessures. Et dans les rencontres, ils essaient de les projeter. Bah, ce qui fait que enfin, beaucoup ont énormément de mal à faire conscience. Beaucoup ont énormément de mal à s'épanouir. Pourquoi? Parce que bah, c'est la course qui essaie de blesser en premier pour éviter d'être blessé en premier. Et yeah, it's Mais just je broken. rebondis sur ce que tu es en train de dire là, c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai emménagé, c'est que les gens sont vraiment blessés. Et du coup, ils transmettent leurs blessures aux autres.
ils ne prennent plus le temps de connecter humainement avec celui qui est en face, en fait. Même si toi, tu veux développer quelque chose de plus sentimental ou plus sérieux, ils ont tellement vécu des traumas ou des choses qui les ont blessés que ils ont le cœur fermé ou ne prennent plus la peine d'être humain. Je sais pas si c'est un peu fort, mais j'ai vraiment ce sentiment-là. Donc tes mots ont vraiment résonné avec le sentiment que j'ai eu quand j'ai posé mes valises ici, quand j'ai commencé à côtoyer la communauté LGBT parisienne. Imagine bien, bah, du coup, toi, Bruno, Bah, toi qui vis depuis, est-ce que tu penses que quelqu'un comme Arthur qui aménage, c'est légitime de se sentir comme ça? bah, je pense que oui. Après, il y a aussi le parcours de chacun. Il faut pas oublier que faut rappeler qu'on parle dans une communauté de personnes noires, LGBT. Donc, moi, j'ai toujours dit que ma sexualité, elle m'a isolé. Elle m'a toujours isolé parce que c'est tabou, parce que je peux pas en parler, je peux pas m'exprimer. Donc, du coup, je me suis tout de suite beaucoup isolé. Et je pourrais dire que c'est pas une solitude qui a été choisie, mais plutôt subie. Parce que dans mon entourage, je ne pouvais pas être moi. Et il y a rien qui permettait, en fait, qui pourrait faciliter l'expression de mon identité. Et je sais que le sujet de la solitude, c'est quelque chose dont tout le monde a peur. Et je pense il faut déjà commencer autrement, c'est-à-dire rappeler que nous sommes des personnes noires qui parlons d'expériences de personnes noires LGBT et qu'en fait, c'est encore plus compliqué. Même si on vit à Paris, même si c'est la ville des libertés, même si tout, on est quand même enchaîné, quand même rattaché à notre communauté noire, à notre éducation de personnes noires. On Notre vient d'ailleurs, culture. Mhm. exactement, on vient d'ailleurs et c'est tellement fort en nous, on a une très forte empreinte de notre culture sur notre identité. Et en fait, même si on est dans la ville de toutes les possibilités, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, faut aussi dire que on vit quand même beaucoup de solitude. Et on la sent encore plus quand on reste dans la communauté noire, tu vois. Moi, j'ai vu des personnes, j'ai rencontré des personnes qui n'ont pas été forcément très bienveillantes parce que blessées, parce qu'ils n'ont pas eu un parcours facile. Et du coup, et comme je sais pas comment l'exprimer, mais je veux dire, c'est tellement compliqué de relationner avec une personne qui a été blessée et qui s'en est pas rendu compte, qui s'est pas rendu compte de ses blessures et qui n'a pas fait ou qui n'a pas pris acte de sa blessure pour pouvoir guérir et pouvoir avancer. C'est très compliqué. Et même moi, je sais que j'ai été blessé et j'ai pu être cette personne toxique envers d'autres personnes. Donc, ce qui fait que comme on n'a pas envie d'être blessé et qu'on est tout le temps rejeté, bah, on reste dans son coin. Et là, pour moi, on reste encore dans cette phase de solitude subie. Du moment où moi, j'ai fait mon coming out, c'est-à-dire très récemment, j'ai commencé vraiment à choisir cette solitude-là, à me dire, voilà, aujourd'hui, je ne me, je n'irai pas ou je ne serai pas à côté de personnes où je me sens rejeté, où je suis pas à l'aise. Je choisis d'être seul chez moi, d'être tout seul, de réfléchir, de respirer, plutôt que d'être en compagnie de personnes qui potentiellement ne m'apprécient pas pour ce que je suis. Donc ça, aujourd'hui, c'est ma façon de penser, c'est comme ça que je vois les choses. Donc ma solitude à moi aujourd'hui, liée à ma sexualité, liée à mon identité, c'est moi qui l'a choisie. Des fois, je la subis effectivement au travail. Je suis pas forcément euh, out. C'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à faire au travail. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des membres Et de ma c'est famille. OK. T'es pas obligé de faire Ouais, Et mais c'est c'est OK. ok. Mais c'est ok. Mais en fait, du coup, tu vois, récemment, par exemple, vendredi, il y avait un after work et tout. Et tout d'un coup, on avait un peu bu et il y a cette collègue qui vient et me dit: «Alors toi, les amours, ça dit quoi et tout?» Et je me suis senti tellement choqué par cette question parce que ça s'y prêtait pas du tout, quoi. Je veux dire, on rigolait, on parlait de taf et tout et là, cette question, elle arrive et ça m'a un peu bouleversé et je me suis dit: Bah, ça va, je suis avec quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un et tout pour l'instant», ça alors que je suis en couple depuis, pas mal de temps, tu vois? Mais ça m'avait relancé dans ce truc-là de mentir et ça m'avait un peu fait chier, quoi. Ça avait vraiment gâché ma soirée et parce que je me suis vu en train de mentir encore, tu Mais vois? c'est un Parce peu intrusif quand même. Pourquoi les gens ont toujours tendance à vouloir Ouais, connaître mais le problème, l'intimité c'est que des autres? ça aurait été moi de lui dire que c'est intrusif plutôt que de mentir et de me mettre dans une position de Ouais. mal-être, tu vois? J'aurais dû prendre mon courage à 2 mains et lui dire: «Écoute, cette question, je la garde pour en fait, cette intimité-là, cette partie de la je la garde pour moi. Ouais. Ta question, tu vois, next, quoi», tu vois? Mais du coup, j'ai menti et je me suis senti bête, quoi. Je me suis dit: «Pourquoi ça, quoi?»
Et c'est pour ça que, bon, ça peut être vu comme de la lâcheté, de s'isoler parce que t'en as peur de s'exprimer et tout. Mais vraiment, moi, j'en peux plus, quoi. Des gens comme ça, des trucs comme ça, des gens qui expriment leur rejet tout le temps, dire cette personne-là, cette communauté-là, elle est comme ça, je veux pas la voir, je veux pas. Du coup, moi, ce genre de personnes, je les évite, tout simplement. Mhm. Après, je pense aussi que ça peut dépendre du contexte, hein, parce que là, ça peut paraître intrusif parce que toi, la personne qui reçoit l'information et sachant ce que tu sais te concernant toi, bah, c'est un domaine sensible, tu vois. Et du coup, la personne en posant la question, elle se dit que c'est une question qui est naturelle. Donc, je pense en fait ici, Certainement. il y a deux formes de solitude qui sont à isoler. Il y a déjà cette solitude-là du fait juste même d'être une personne LGBT, de venir d'un endroit où c'est un tabou et de ne pas être out, du coup. Et puis, il y a une solitude qui est même la solitude qui est en lien avec le milieu LGBT en lui-même, ce que tu ressens par le fait de pas avoir l'impression de forcément toujours pouvoir me construire quelque chose de sain et d'avoir un partenaire fiable avec qui tu peux te voir et te projeter sur peut-être toute une vie comme dans des relations hétéronormées classiques. C'est très rare, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour les deux parties. Moi, j'avais plus un avis sur ce côté-là parce que c'est plus ça qui me peine. Parce que j'ai l'impression que même en étant solitaire, il y a d'autres qui sont fiers dans leur solitude, qui aiment être solitaires, tout simplement, et qui, d'un côté, veulent quand même avoir cet amour-là, qu'on veut tous, j'imagine, avoir un jour dans nos vies, être accompagné de quelqu'un qui nous complète, etc., avec qui on peut construire quelque chose de simple, de véridique et qui nous amène du bonheur, tout simplement. Et je fais partie des gens qui veulent avoir une relation, mais j'ai compris aussi qu'avec le temps que je ne veux pas avoir une relation avec n'importe qui. J'ai pas envie d'accepter n'importe qui juste parce que je me sens seul et que j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Il faut que ce soit sain et que ça m'apporte vraiment une plus-value. Mais si je prends un exemple, par exemple, au début de cette semaine, j'ai eu un appel de nulle part sur Snap, parce que Snap est devenu le nouveau Grindr. J'ai reçu un appel de nulle part, j'étais posé chez moi, je me dis, bon, ok, bon, je vais pas faire le gars, je vais répondre. J'ai répondu, et la personne commence à me parler, elle me dit, oui, en fait, ton profil m'intéresse, je recherche une relation sérieuse, qu'est-ce que tu recherches toi? Au lieu de me braquer, je vais décider de m'ouvrir et lui dire que bah j'aimerais avoir une relation, mais c'est pas comme si j'étais pas en train de regarder dans ma fenêtre en mode je veux être en couple tout de suite maintenant, je veux que ça se fasse maintenant. Il m'a dit, en fait, cette réponse, je l'ai tout le temps, des personnes LGBT, mais je me suis beaucoup renseigné, j'ai regardé des études sur le sujet, parce qu'il y a des scientifiques qui ont fait des études sur le sujet, en disant que les gens qui répondent le fait qu'ils veulent une relation et qui ne sont pas ouverts à l'avoir tout de suite ou en pleine recherche active, c'est parce que ils ont peur, qu'ils ont des traumas, qu'ils ont des choses qu'ils ont traversées, qu'ils ne sont pas prêts réellement à avoir une relation avec quelqu'un. C'est juste un sentiment sur le moment, mais que au fond d'eux, ils sont pas réellement prêts et que là, ils se complaisent dans leur solitude. Moi, je me dis un truc. Il y a un moment dans la vie de personnes LGBT noires, et encore plus quand tu vis des exclusions dans les espaces où tu devrais respirer, où tu te rends compte que tu passes ton temps à t'adapter, tu adaptes ta voix, ton look, ta vérité, tu adaptes ce que tu racontes, tu adaptes même ton silence. Et, euh, et puis il y a ce jour qui arrive et là tu craques, pas forcément à larmes, mais tu craques, et c'est pas forcément un drame, mais tu es là, tu te sens pas bien, quoi. Tu te sens fatigué de négocier, fatigué de négocier avec toi-même. Et moi je pense que c'est là que la solitude choisie commence souvent en fait. Et tu te dis, bah, je vais arrêter de courir après l'attention, je vais arrêter de mendier une place, je vais arrêter de rester là où je me sens toléré. Et, euh, et puis voilà quoi. Et ça peut ressembler à un truc simple, moins de sorties, moins d'applications, moins de relations tièdes, un truc comme ça. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que tu reviens à un endroit, c'est-à-dire toi. Tu vois, tu reviens à toi-même, tu reviens à ce qui compte vraiment, c'est-à-dire toi et tes aspirations. Et là où j'ai compris que j'ai trop perdu du temps à vouloir être accepté, à vouloir plaire, à vouloir m'adapter, à vouloir qu'on m'aime et tout ça,
En fait, quand je me suis retiré, j'ai pas vu ces gens revenir vers moi. En fait, je me suis dit, je me suis retiré, ça fait un moment. Personne ne s'est inquiété. Personne n'est venu vers moi pour me dire, ah, ça fait longtemps, on te voit plus, on te sent plus, nanana. Personne. Ces mêmes gens auprès de qui je dépensais beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de frustration, beaucoup de... Franchement, personne n'est venu. Je me suis dit, bah, en fait, à quoi bon, finalement? À quoi bon? Moi, j'étais là que pour les bons moments, c'est-à-dire rigoler et puis partir. C'était des relations tièdes, et c'était platonique, il n'y avait rien de profond, il n'y avait rien de truc, parce que moi-même, je ne me permettais pas d'être profond avec ces gens-là, parce que j'avais peur qu'ils me rejettent. Et aussi, ces gens-là n'avaient pas forcément exprimé le besoin d'aller plus loin, quoi. Genre, tu vois ce que je veux dire? Et je veux même qu'on recentre cette discussion auprès des personnes, en fait, plus vers les personnes qui vivent dans les capitales un peu difficiles, où l'homosexualité n'est pas acceptée. Je pense que moi, je me sens un peu privilégié par rapport à ça. Je ne suis pas forcément en danger. Je vis ce que je vis, c'est quand même, je sais pas, ce que j'ai vécu en tout cas, c'est quand même compliqué, c'est quand même grave. Mais je veux aussi qu'on parle plus des personnes noires qui vivent dans des situations plus compliquées parce que qui n'ont pas la possibilité déjà de choisir leur solitude et qui sont dans une solitude subie, quoi, qui Hmm. sont là dans des familles qui les rejettent. Ils peuvent pas faire autrement, quoi. Oui, Je sais pas, on n'a pas eu d'expérience. Généralement, on a des personnes qui viennent témoigner, mais de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu entendre, on peut peut-être en parler vite fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, en vrai, juste pour déjà chuter sur ce que tu disais, je pense vraiment que déjà même dans des grandes métropoles où où l'homosexualité est permis, comme la France, comme même Londres, parce qu'on parle beaucoup des Français, mais enfin, chez les voisins à côté, c'est pas forcément, c'est pas non plus facile. Londres et d'autres, Berlin. En fait, ce qui se passe souvent dans la communauté noire, bah, qui est souvent même déjà, même au sein du milieu, il faut le dire aussi, racisé, enfin, c'est qu'il y a déjà en fait, moi, je vois vraiment des barrières à plusieurs niveaux et je vais vraiment essayer de les énumérer. Déjà, bon, il y a des barrières qui sont liées au fait où tu prends la personne depuis son éducation de base, qui, pour la plupart, du coup, enfin, de par l'ethnicité, subissent des éducations assez traditionnalistes, assez sur l'hétéronormativité, le patriarcat, tout ça, où on te fait comprendre que bah, un homme s'est conditionné à ne pas forcément trop s'exprimer, c'est conditionné à garder la tête froide, à se tenir, à avoir une certaine posture, que ce soit physique, que ce soit dans son mental. De là, ça implique déjà un travail de déconstruction qui doit être fait par toi-même et qui te demande énormément d'énergie. Chacun va à son rythme, même si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Euh, mais chacun va vraiment à son rythme. Mais fais en fait ce travail, se rendre compte que tu dois faire ce travail d'acceptation, fais ce travail d'acceptation de toi vis-à-vis de toi-même, et tu te retrouves après impliqué un peu dans une communauté où il y a beaucoup de fétichisme vis-à-vis des personnes noires. Donc, enfin, c'est pas vraiment, c'est pas de l'amour, où tu peux te retrouver peut-être dans des applications là tu et commences un peu à teaser nos prochains thèmes là. bon, de toute manière, on est sur le premier truc, donc Mais oui, on ça englobe tout fait vite ça. fait. C'est le premier épisode, on va faire une synthèse vite fait. Oui, entre le fétichisme qui est souvent là, bah, où souvent on essaie de faire comprendre que c'est de l'amour alors qu'on sait tous que c'est pas du tout ça. C'est juste une projection et enfin, à la limite, souvent c'est du racisme, de la négrophilie qui s'associe à ça. Donc tu comprends en fait qu'il y a déjà une part de la communauté où tu es censé bah, te sentir concerné, qui te rejette juste par ta couleur de peau. De là même, tu entres même, bah, parce que bah, j'ai envie de dire qu'à Paris, quand même, on trouve quand même des Noirs. Imaginez-vous des personnes qui vivent dans des métropoles comme Berlin ou dans des villes où tu ne trouves pas forcément une forte communauté noire LGBT. Maintenant, quand tu te trouves au sein de ta communauté, je ris, parce que j'ai l'impression que même, enfin, c'est même au sein de ta communauté que tu expérimentes les trucs les plus dingues. Je pense que vous pourriez témoigner. Et la communauté noire LGBT, souvent, dans les métropolitaines, est souvent très individualiste, très
compétitive aussi. Compétitive, pourquoi est-ce que Mhm. j'utilise le terme compétitif? Même dans la vision, dans vraiment la vision des rapports, des échanges, c'est un peu comme si tu peux entendre, tu peux même essayer de te faire des groupes d'amis, après tu entends que tel autre veut la personne que tu voulais, etc. Donc bon, euh, voilà, je vais vous laisser juste, juste chuter aussi sur ça et peut-être on fermera par rapport à ça et je vais revenir sur l'autre versant. Du coup, là, je me rends compte qu'il y a quand même, enfin, le thème cuir et solitaire englobe plein de points différents, plein de plans de vue différents, qu'on a un peu tous abordés. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être cuir et solitaire? Moi, je pense qu'il faut déjà faire la différence entre la solitude et l'isolement. Pour moi, la solitude, c'est genre, en tout cas, la choisie, celle qui est choisie, elle ressemble souvent à je respire mieux, je dors mieux, je prends de l'énergie, je reprends de l'énergie, je suis moins en alerte, je me respecte davantage. Et pour moi, l'isolement, vraiment, c'est je rumine. Je parle vraiment d'expérience perso, hein. Là, c'est vraiment moi qui parle, ce que j'ai vécu. Je me dévalorise, j'ai honte, je repousse tout le monde par réflexe. Je me dis que je dérange. Et une solution pour voir vraiment si on est dans l'un ou l'autre cas, c'est que je fais j'appelle un espèce de checking très vite fait, mini checking rapide. C'est quand je suis seul vraiment, quand je suis avec moi, même quand je suis tout seul, est-ce que je me sens rempli ou est-ce que je me sens vidé? Je réponds très sincèrement à la question. Est-ce que je choisis ou est-ce que je fuis? Ça, c'est très difficile de répondre à cette question, hein, franchement, parce que quand tu ne veux pas, tu dis, on te propose un truc, tu y vas pas, et après tu restes chez toi tout seul, et tu te dis, bah, est-ce que je fuis ou est-ce que je choisis? Et des fois, tu sais pas trop. Au début, en tout cas, parce que c'est très difficile de comprendre les mécanismes de la solitude et aussi de l'isolement. En fait, c'est très compliqué et tu as l'impression que tu réfléchis beaucoup, que tu deviens un peu parano, des trucs comme ça, hein. Faut vraiment, après, avoir confiance en soi et être honnête dans les réponses qu'on se donne. Et la dernière question, c'est est-ce que je suis seul avec moi ou seul contre moi? Parce que l'auto-sabotage, c'est un truc que je sais faire, mais très très bien. Donc voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Enfin, en tout cas, moi, je pense à mon niveau que je me pose et je continue à me les poser. Et de là, en fait, découle une espèce de détox relationnel où j'ai choisi d'arrêter de me trahir, en fait. J'arrête de porter, de subir, en fait. Et j'ai décidé tout simplement de me dire, bah voilà, pour moi, ma détox relationnelle, c'est d'arrêter les relations où je fais 80% du travail. C'est d'arrêter les endroits où je suis la diversité de services. Tu vois, là, on parle vraiment de Paris, on n'est pas dans une ville de personnes de communauté noire. Voilà, tout le monde comprend, en tout cas les personnes noires comprennent ce que je veux dire. Les conversations où, par exemple, tu dois prouver toujours que tu existes, que tu es là. Les liens qui te veulent proche, mais pas vraiment en fait. Juste, voilà, pas vraiment visible, juste t'es là, mais t'es là accessoirement. Et là, voilà, tous ces trucs-là, ça m'a permis de faire un tri. Bah, déjà, il n'y en avait pas beaucoup, mais je peux vous dire que maintenant, bah, il y en a, je peux les compter vraiment sur les doigts d'une main. Et en fait, au début, j'avais un proche qui me disait, tu vas te retrouver seul à faire ça et tout et tout et tout. Et vraiment, j'ai cru au début que cette personne avait raison. Et je me suis dit, bah en fait, oui, je vais me retrouver seul. Mais je me suis dit, attends, mais tu préfères quoi, Bueno? Tu préfères être seul un moment ou que de te trahir longtemps? Et être seul et accompagné, en fait. Est-ce que tu préfères être seul et entouré? Parce que c'était ça que j'étais. J'étais quelqu'un de seul, mais très entouré. Et en fait, tout ça, je me suis dit: «Cette personne, elle avait pas raison. C'est moi qui avais raison, en fait». Je devais m'écouter, j'avais cet instinct, j'avais cette voix qui me parlait que j'ai refusé d'écouter, que j'ai longtemps fait taire et voilà et j'ai vraiment je suis sorti de là avec, j'ai laissé pas mal de plumes, quoi.
Donc voilà quoi, c'est ce que je pense qu'on doit, en tout cas moi, c'est ce qui m'a aidé à sortir de là. Plus tard dans la conversation, je vous donnerai d'autres trucs, des rituels que j'ai mis moi-même en place. Mais déjà, d'avoir cette réflexion, ce mini-checking, ça m'a permis de beaucoup, déjà d'ouvrir les yeux et de faire un tri sur mon entourage. Et ça, c'est pas seulement les amis, attention, c'est aussi la famille. Parce qu'on nous a toujours fait croire, dans la communauté noire en tout cas, que la famille, c'est la vie, que sans la famille, on n'est rien. Mais la famille, c'est pas ça en fait. Moi, pour moi, la famille ne doit pas taire une identité, la famille ne doit pas isoler, la famille ne doit pas rejeter. Et dès lors qu'on est dans une situation de rejet et d'isolement créé par sa famille, bah en fait, bah, rien ne nous oblige à rester en fait. Il faut se choisir et partir. Voilà ce que j'avais à dire. Désolé, je suis long. Non, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut rajouter après ce discours? Parce que c'est tellement puissant ce que tu viens de dire. Mais genre vraiment, en tout cas pour moi, personnellement, ça a résonné. En tout cas, les points que tu as cités, que tu as nommés, qui permettent de reconnaître bah, dans quelle catégorie de solitude on appartient, ça a énormément résonné avec moi. Je sais pas ce que tu en penses, Yuri, mais c'était fort. Je trouve que c'était une très belle auto-analyse et je Ouais, pense vraiment que quand tu fais ce travail de t'auto-examiner, de t'auto-analyser, euh, tu, tu ne peux que grandir, peu importe les circonstances, peu importe le milieu, peu importe l'endroit, et te porter toi-même vers le haut, à défaut de personnes appropriées pour le faire. Donc moi, j'ai beaucoup, ça m'a touché ce que tu as dit. Bueno, ça m'a beaucoup touché aussi. Et, et toi, Arthur, tu n'as pas partagé ton expérience du coup, tu n'as pas partagé euh, parce que bon, on a ouvert la porte à, je crois, deux sujets au même moment et ouais, on a voilà. ouvert la porte à deux sujets. En fait, les deux sujets, bah, les points sont complémentaires et en plus, Bueno a apporté des solutions. C'était un peu ça, la direction de cet épisode. Parler de nos expériences, essayer de débattre de chacun de nos points de vue et ensuite apporter des clés qui permettent du coup de nous repérer, essayer de trouver des solutions pour sortir de ce cocon qui est parfois négatif ou pas d'ailleurs, parce il y a la solitude positive, ce que Benoît a dit. Tu as la solitude dont tu as parlé, Yuri, tout à l'heure, par rapport aux relations amoureuses, etc. Bah, moi aussi, je te rejoins sur ce point-là, parce que c'est plus de ce côté-là où je me sentais seul. Mais en même temps, je suis bien dans ma solitude. Donc, en fait, vos deux thèmes sont complémentaires. Pour moi, ça me parle. Donc, j'ai pas vraiment besoin de partager quelque chose Mais d'autre à ce niveau-là. est-ce que tu penses que tu t'es acclimaté à ta solitude ou est-ce que tu penses que tu Je t'es résigné pensais, je à être pensais seul? réellement m'être acclimaté à ma solitude. Que je me suis posé des questions. Je me dis, j'aime être seul. J'ai envie d'avoir une relation avec quelqu'un. Mais d'un côté, j'aime être seul, mais ça me rend pas triste le fait d'être seul ou de ne pas avoir de relation tout de suite parce que je sais maintenant ce que je veux, ce que je ne veux plus et comment je me projette pour mon futur en relation avec quelqu'un. Donc je prends mon temps, je ne suis pas pressé, les choses arriveront quand elles arriveront et puis je suis très bien actuellement. Je me sens bien dans ma peau, dans ma tête, dans mon corps, avec ma sexualité aussi. Donc je suis en paix avec tout ça. Donc c'est vraiment un cheminement que j'ai fait. Bah, avec le temps, et puis voilà. Et bitch. Je, Ah, je je trouve sais que que ça. Bono me disait souvent, non, mais faut pas que tu sois seul et tout, et tout, et tout, faut que tu rencontres quelqu'un et tout ça. Je disais, mais je vais bien, alors, je vais très bien. Mais oui, Et franchement, mais mais oui. c'est le plus Après, important. je dis ça parce que c'est bien la solitude, hein. Ça te permet de grandir, de te nourrir et tout ça. Après aussi, il faut pas. Moi, je pense, hein, honnêtement, faut pas. C'est bien de se retrouver, de se ressourcer, mais après, faut retourner affronter le monde parce que pas malheureusement, on travaille, malheureusement. On est dans un milieu de travail, on a une vie active quand même et on doit affronter les gens, on doit affronter les gens avec leurs frustrations, et leurs blessures, leurs traumatismes. Donc en fait, il faut sortir de ses choix, de chez soi, pardon. Et ce qui fait qu'en fait, on peut pas s'enfermer tout le temps. C'est la solitude, c'est un moment, c'est un temps, euh, mais en fait, il faut quand même affronter les gens. Tu vas faire tes courses, tu vas tomber sur une personne qui va mal te parler parce que tu es différent, parce que ceci, parce que cette personne est mal lunée, parce que
faut savoir se défendre. Et dans mon cas, j'ai pas eu les outils pour me défendre. Du coup, j'ai fui. Tout au début, j'ai fui et je me suis renfermé sur moi-même. Et il faut prendre le temps pour soi, mais il faut aussi prendre le temps de revenir. Doucement, mais quand même revenir. Moi, je pense que la vie, c'est relationner. Et relationner, c'est prier, c'est être avec l'autre, c'est vivre son humanité. On peut pas s'enfermer tout le temps. Il faut s'enfermer pour se guérir, oui, mais en fait, à un moment donné, il faut sortir aussi et affronter le monde. Et moi, je suis un peu mitigé. Je mets un petit peu, voilà, je mets le pied un petit peu dehors en ce moment. J'essaie de faire de nouvelles rencontres et tout. Et voilà quoi. Mais après, effectivement, je t'ai dit, ouais, mets-toi en couple, tu trouves quelqu'un et tout comme ça. C'est peut-être des phrases rhétoriques, mais c'était plus pour dire, voilà, faut peut-être que tu penses à ressortir un petit peu, à aller affronter le monde, à sortir de cette solitude et tout. Oui, Parce que les amis qu'on a eus, en fait, on les a pas vraiment choisis. En tout cas, ceux que j'ai eus au début, je les ai pas vraiment choisis. Parce que si je les avais choisis comme j'ai choisi aujourd'hui mes amis, ah bah, je les aurais pas sortis de ma vie, en fait. Parce que j'ai pas eu le temps de délimiter, j'ai pas eu le temps d'affirmer, j'ai pas eu le temps d'exister, en fait. Et du coup, j'ai beaucoup souffert et j'ai cumulé beaucoup de frustration. Aujourd'hui, avec tous les check-ins que je fais, tout ça, bah en fait, et mes rituels, tout ça, je choisis les gens avec qui je veux relationner. Donc, euh, trois petits trucs, hein. J'étais dans une dépression à un moment donné qui était très silencieuse avant de savoir que c'était une dépression. Et me sentir mal, je savais pas pourquoi, j'avais pas envie de voir les gens, j'étais nulle part à ma place. Euh, et comme je dis tout le temps, tout ça, c'était lié un petit peu à ma sexualité. Parce que comme je m'acceptais pas comme j'étais, impossible que quelqu'un m'accepte. En tout cas, c'est comme ça que je voyais les choses. Et du coup, je me privais de relations. J'ai perdu des gens bien. J'ai perdu des gens aussi. J'ai pas rencontré que des gens qui étaient toxiques, hein. Il y a des gens qui étaient très bien et auprès de qui moi-même j'ai été toxique parce que j'ai sorti un mécanisme de défense peut-être qui a fait que j'ai gâché pas mal de relations. Mais des gens bien que j'ai pas pu garder et tout parce que j'avais trop peur. J'avais trop peur pour moi, j'avais trop peur qu'on me rejette et du coup, en fait, toutes leurs propositions étaient vouées à l'échec parce que je voulais pas affronter ces gens-là. Je me sentais pas peut-être légitime de recevoir cet amour-là. Voilà, il y a pas mal de choses qui font que j'ai gâché pas mal de relations aussi. Moi-même aussi, j'ai été toxique. Et c'est pas tout le monde qui est méchant. Il y a des gens, il y a des gens qui sont très bien, qui sont autour de nous, mais qu'on n'arrive pas à apprécier à leur juste valeur parce que justement, on a des œillères et que notre histoire, notre parcours fait que on voit pas les bonnes personnes, quoi. et c'est Et, bien de le reconnaître aujourd'hui parce que je bah, pense bien que sûr. on est tous toxiques et franchement, je trouve que c'est une force le fait que tu arrives à parler de ta dépression, de tes erreurs que tu as pu à Ouais. commettre dans ta vie et je trouve ça vraiment fort. Et le fait juste de le reconnaître et d'en parler là, c'est vraiment, bah, ça veut dire que tu as vraiment fait un travail sur toi et que tu as évolué aujourd'hui. Et tout le monde est toxique en fait, on a tous des comportements un peu borderline. Et juste le fait de reconnaître, c'est juste énorme. C'est le chemin vers la guérison. Donc, t'es très, très proche. Et je suis fier de toi. Merci. Ouais, Tu es mais c'est pas très, facile. tu es- C'est pas facile de pas être toxique, hein, des fois. Non, mais Mais c'est j'avoue, vrai. tu fais preuve de beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de toi-même. C'est pas tout le monde qui a la capacité émotionnelle de le faire. Donc ça c'est vraiment à applaudir. On C'est attend que pour tu ça que tu arrives reconnaisses aussi aussi tes fautes, Yuri. à amorcer. C'est Ma ton f- tour. C'est pas, c'est ça qui permet d'amorcer le processus de guérison. Euh, Moi, je dirais aussi que je suis toxique. Mais comment expliquer ma toxicité, même pour que vous compreniez, chers auditeurs et On auditrices. la connaît, notre Disons que je suis très picky. Picky dans le sens où, je vais pas mentir, j'ai souvent beaucoup de choix. Mais je suis quelqu'un qui vibre vraiment.
Je dirais à la profondeur qu'une personne peut me donner, au stimuli qu'il peut me donner. Et ce stimuli ne part pas du physique. Ça part vraiment des conversations, ça part vraiment des échanges qu'on peut avoir, des thématiques. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais pour le coup, je suis vraiment sapio. Et c'est vraiment à la personnalité et aux discussions avec la personne que l'intérêt est suscité. Donc, du coup, le revers de la médaille de ça, c'est que je me lasse mais vraiment très rapidement. Très rapidement. Je peux être gentil comme ça, tu m'écris, on est gentil, tranquille. Et je ne vais pas être désagréable. Je ne vais jamais être désagréable avec les gens parce que, bon, les gens ont déjà leurs problèmes. Même s'il faut déposer quelqu'un, je vais essayer de le faire doucement, doucement, doucement. Mais souvent, ça peut donner l'illusion que je suis un croqueur de pommes à gauche, à droite. Donc, tu croques la pomme-ci. Bon, après, tu peux croquer une autre pomme et tu croques plusieurs pommes même sur au même moment. Mais Mais voilà, donc c'est un schéma. C'est un schéma aussi qui fait que bah, du coup, ça ne me donne pas toujours envie de pousser et de connaître véritablement les gens dès lors que je n'ai pas cet intérêt-là, mais tout en faisant en sorte que bah, enfin, je peux leur dire, souvent même, tu peux même dire aux gens que bah, ah non, comme tu vois, tu n'es pas forcément intéressé, mais je ne mettrai pas de stop net. Pourquoi? Parce que, encore une fois, moi, je suis plus porté vraiment dans la découverte des personnes. Je ne pense pas que c'est parce que quelqu'un ne ça marche pas dans l'amour ou dans autre chose qui va dans ce sens-là que ça veut dire que vous pouvez être de bons amis. Bah, du coup, je pense aussi que, bah, à contrario, peut-être ça crée aussi des personnes peut-être respect, I don't know, mais bon, ça crée des peines de cœur, ça crée des choses dans leur tête et au moins, je dirais quand même au moins, bon, personne n'est impliqué dans une relation et après se retrouve blessé. Donc, peut-être qu'ils sont blessés, I don't know. Mais toujours est-il que, enfin, à la fin de la journée, ça reste quand même aussi un schéma toxique et qui peut également découler du fait que, bah, souvent même, tu peux trouver sur des personnes intéressantes, hein. Je dirais même, je suis souvent tombé sur des personnes qui sont intéressantes et avec qui je me suis dit, bon, tiens, je voulais plus. Mais le fait de vouloir un peu prendre toujours la peine de découvrir la personne, parce que tu sais que de toute manière, toi, tu as le choix et tu as la possibilité de choisir. Fait que même quand il fallait pousser à ces moments-là, j'avais tendance à facilement, rapidement voir des trucs qui n'allaient pas. Et ça pouvait me déconnecter. Et de la même manière et inversement, hein, je suis connecté sur des personnes aussi qui avaient beaucoup beaucoup, qui étaient vraiment très bien et qui auraient pu matcher, mais qui avaient aussi le background, le bagage, le blessure. Et du coup, ça pouvait rendre la chose assez compliquée. Moi, dès que c'est compliqué, il faut savoir que moi, je disparais. C'est un peu ça. Quand c'est compliqué, bien compliqué et compliqué. Quand c'est compliqué d'une manière où il y a des trucs en fait qui commencent à me trigger, je vais assez disparaître. Et je pense aussi que je dois pouvoir un peu aussi, enfin, pas je pense, mais dans ma nouvelle configuration d'aujourd'hui. Je pense aussi que c'est un schéma que je dois pouvoir un peu dépasser parce que bah, personne n'est parfait, hein. Pas même moi, mais vraiment pas. Je suis très loin d'être parfait, j'ai plein de défauts. Mais il faut savoir aussi ce que tu peux tolérer, ce que tu peux ne pas tolérer. Mais dans ce que tu sais que tu peux tolérer, que toute chose ne soit pas une occasion de fuite pour toi, alors que tu vois que bon, la personne en soi, ça peut donner, elle est bien et tout. Quelque chose de Donc, bien, ouais. ça va doser. Il faut vraiment savoir doser aussi ce comportement. Bon, vu qu'on avoue tous notre toxicité, si je dois parler de la mienne que j'ai découvert bizarrement à mon en aménagement ici, c'est que je suis pas forcément intéressé, en tout cas émotionnellement, par des personnes qui me montrent de l'intérêt. J'ai tendance à être plus intéressé par des gens qui sont un peu plus distants. C'est tellement toxique. Quand j'ai compris ça ces années, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à travailler, il y a forcément un trauma quelque part, c'est lié à quelque chose. Mais j'ai compris que j'étais pas vraiment à fond impliqué vraiment émotionnellement par des gens qui me montraient de l'intérêt, alors que d'autres personnes qui étaient beaucoup plus distantes ou moins avenantes, bah, déclenchaient mon intérêt. Je comprends très bien ce que tu veux dire, mais je pense que c'est parce que tu vois ça comme un défi. Les personnes qui ne t'intéressent pas, deux choses plus qu'une, hein. Déjà, il y a ce sentiment de défi. Et ça aussi, c'est un de mes traits toxiques. Bon, mes amis disent que bah, je suis une sirène. C'est comme ça qu'ils m'appellent. Mais en fait, il y a ce truc de vouloir être souvent dans son potentiel séducteur. Donc, c'est-à-dire de savoir que, bah, comme de base, hein,
les gens s'intéressent à toi. Du coup, quand tu tombes sur quelqu'un qui émet un peu une certaine forme de résistance à ta personne, à ton charme, c'est alors là que tu veux seulement donner la lune ou le soleil pour que la personne puisse s'aligner aussi comme le monde. Est-ce que à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que je suis pas en train de créer un haram ou je sais pas trop. Mais c'est surtout que celui qui t'aime déjà, il est déjà Euh, acquis, t'as pas besoin de faire d'efforts. Et je Ah, pense que c'est là que c'est quand même problématique et je comprends quand même Arthur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu comme si tu aurais tendance un peu à mettre un peu plus d'énergie ou plus d'effort justement chez les personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas dans cette phase de déclaration, cette phase mais plus pour les personnes qui sont en plus en mode chaud-froid, en mode je sais pas trop et tout. Mais même là, je pense quand même que bon, en tout cas, chacun ses limites, hein. Moi, ça peut aussi très vite me. Mais moi, je sais que c'est quelque chose que je fais inconsciemment, souvent pour un peu tester ma séduction. Parfois, je suis moins intéressé aussi quand je sens que c'est trop tout de suite, dès le début. Quand il y a trop de love bombing, alors qu'il y a pas, on n'est pas encore à cette étape-là de la relation, bah parfois je me dis que il y a enfin c'est dangereux quoi. Il y a mes red flags qui s'allument en mode bah c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que tu donnes trop d'amour tout de suite. Il y en a pour qui bah c'est normal de le faire, mais quand c'est trop tout de suite, c'est comme si c'était pas naturel. Quand on n'avait pas vraiment pris le temps d'aller à cette étape-là. Donc bon, pour moi ça me fait aussi fuir. Est-ce que c'est ça qui explique que ben on soit enfin seul aujourd'hui, solitaire? En tout cas, deux personnes vont se reconnaître dans chacun de nos discours, forcément. Mais est-ce que c'est ça qui explique qu'en soi où ils sont solitaires? Oui, je pense que comme Bueno l'a dit, autant on est blessé, autant on blesse. Tu vois, souvent, ce n'est même pas des blessures volontaires parce que, par exemple, moi, je sais que je ne peux pas m'engager à une personne tant que je ne suis pas sûr. Donc être seul, c'est ok, se sentir bien dans sa solitude, c'est ok, mais être clair aussi avec les autres, être honnête, c'est aussi important. Et faire un travail sur soi, c'est aussi important. Et reconnaître ses erreurs, c'est important. ouais. C'est important. C'est important parce que ça fait partie des choses qui peuvent nous aider dans notre guérison. Parce qu'on peut, j'estime qu'on peut pas guérir si on n'est pas honnête. Euh, en fait, le mécanisme ne se déclenche pas, je pense, hein. Et moi, j'ai eu quand même, pendant ma petite dépression, ma petite entre guillemets, hein, dépression, ce temps où j'ai pris pour moi, c'est-à-dire j'ai décidé de me nourrir le corps. J'ai décidé de faire un sport où me dépenser. Et au début, c'était pour dormir, en fait, un truc qui me défonce et que je puisse dormir le soir et me claque. J'ai choisi le CrossFit. Après, j'ai choisi la course à pied. Après, j'ai fait les deux. Et parce que je voulais un truc qui, le soir, dès que je pose la tête, je dors, quoi, au lieu de ruminer. De ruminer ma journée, de ruminer mes attitudes, pourquoi j'ai pas répondu ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai répondu avec cette petite voix fluette quand on m'a parlé, on dirait un PD. Des trucs, des trucs qui semblent insignificatifs quand on en parle, anodins et bidons, mais qui le soir, quand t'es vraiment pas dans ta peau et pas à l'aise avec ta sexualité, c'est vraiment des trucs, des vraies questions qui arrivent le soir. Tu sais pas pourquoi. Dans la journée, ça va, mais le soir, au moment de dormir, ton cerveau, il décide de faire un état des lieux de ta journée et t'as ces trucs-là qui reviennent et qui te font ruminer. Ensuite, ça a été de m'occuper l'esprit. J'ai repris les études, je me suis dit, ça va m'occuper mon temps libre en tout cas. Et après, je me suis dit, je vais me trouver un lieu où je peux être tranquille, tout seul, me retrouver moi. Ça a été très compliqué de trouver ce lieu. Bon, j'ai passé. Ensuite, il fallait trouver un truc qui devrait me, me permettre d'exprimer quelque chose, c'est-à-dire peut-être un art ou une danse ou le truc, ça a été de créer un truc, quoi. Je sais pas, je voulais créer un truc qui puisse, mais dont je peux être fier et tout. Et j'ai pas trouvé. Et quelques temps après, je vous ai rencontré vous et je me suis dit, bah voilà, j'ai trouvé le lieu et puis j'ai trouvé la création. Ça a été un truc, ce podcast en tout cas m'a beaucoup aidé, mais vraiment beaucoup. Je pense que c'est même pas un truc que je peux mesurer. Euh,
parce que ça a été le lieu et ça a été aussi la création pour moi. Je suis pas en train de dire aux auditeurs de créer tous un podcast parce que il faut quand même nous donner de la force, nous, et on veut vraiment garder l'exclusivité. Oui, Mais, oui. mais c'est de dire que vraiment, le pire, je pense, quand on est dans une situation de dépression suite à un rejet ou suite à un moment de solitude et tout, c'est vraiment de s'oublier, je pense. Et c'est là qu'il faut vraiment redoubler d'efforts, vraiment prendre tout son courage et de vivre pour soi. Mais c'est tellement pas facile. Je peux le dire, hein, c'est vraiment pas facile parce que le matin, quand tu te réveilles et tout, moi, ma grand-mère, elle m'a toujours dit, le matin, quand tu te réveilles, tu fais ton lit. Parce que si tu fais pas ton lit, ça veut dire que tu peux y retourner dans la journée. Parce que quand ton lit est fait, et bien fait, t'as pas envie de le gâcher, en fait. Et en fait, elle avait raison, parce que prenais le temps de faire mon lit, je mettais mes coussins, je mettais, voilà, bride de camp, quoi. Je rangeais tout, je rangeais ma chambre et tout. Et effectivement, j'avais pas envie de venir me recoucher. J'étais hyper fatigué parce que je ne dormais pas assez la nuit, j'avais pas mes heures de sommeil. J'avais envie de retourner dans le lit, mais en fait, je me dis, mais non, en fait, si tu retournes dans ton lit, tu vas encore, déjà, tu vas pas dormir, parce que tu vas encore repenser. Et bon, ça va pas t'aider, quoi. Donc, bouge-toi, vas-y, sors. Et le fait de faire mon lit tous les matins, ça m'a vraiment aidé, quoi. De me dire, voilà, je fais mon lit, ça a créé un rituel. Je fais mon lit, je prends ma douche et je sors. Et alors que avant, je passais ma journée à dormir. Dormir alors que je ne dormais pas vraiment. J'étais fatigué, tout le monde me dit, mais tu dors tout le temps, mais tu es tout le temps fatigué. Mais en fait, ta fatigue, c'était pas réparateur parce que mon esprit était tout le temps en alerte. Et j'arrêtais pas de réfléchir, de repenser, de me faire, de créer des séquences des trucs qui probablement n'arriveront jamais. Je pensais au rejet, comme ma mère quand je lui dirais que je suis gay, comment elle va me parler, comment elle va me rejeter, dans quelle situation je serai, comment je vais. Mais vraiment, quoi, c'était sans arrêt, sans arrêt, non-stop, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis voilà, et tu commences à un petit peu te préparer, créer ton endroit, faire tes rituels et tu t'en sors. Franchement, pour moi, ça a été le cas. Et toutes les personnes qui nous écoutent en tout cas, si vous vivez ce genre de situation, faut vraiment penser à vous, aller de l'avant. On vous choisit pas. Si les gens ne vous choisissent pas dans leur vie, ils veulent pas de vous à côté de vous. Bah, dites-vous qu'ils sont en train de se priver de votre présence et que parce que votre présence est chère, vous ne la donnez pas à n'importe qui. Vous choisissez aujourd'hui à qui offrir votre présence. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Du moment où c'est toi qui choisis à qui tu offres ta présence et ce que tu peux apporter aux gens, c'est pas de la prétention, c'est pas de je sais pas comment dire, euh, tu te la pètes ou un truc comme ça, Un c'est que manque tu sais d'humilité. voilà, mais tu sens, tu mesures ta valeur et tu sais qui mérite d'être à côté de toi, qui mérite d'être avec toi. Et ça compte, ça vaut pour les parents, ça vaut pour la famille, ça vaut pour les amis, ça vaut pour le travail. Dans un milieu où tu travailles, où ta place n'est pas reconnue, casse-toi. Si tu as les moyens, si tu as la possibilité de le faire, va-t'en. Et c'est comme ça qu'on pose des limites, en fait. C'est comme ça qu'on se fait respecter. C'est très compliqué de le faire parce que ça demande beaucoup de courage. Et au début, tu n'as pas non plus tous les paramètres, tu sais pas ce que tu vas retrouver derrière. Mais bien évidemment, il faut réfléchir, faut déjà trouver avant de partir. Mais je veux dire, c'est tellement plus facile de chercher notre taf quand on est en poste parce qu'on prend le temps de choisir ce qu'on veut pas et ce qu'on voudrait que de quitter, de chercher après. Mais je veux dire, vraiment, c'est des choses que moi j'ai fait et qui ont beaucoup marché. Aujourd'hui, je suis dans une boîte où je suis reconnu pour qui je suis et les gens savent ce que je peux apporter et ça fait vraiment du bien, même si je ne me suis pas encore exprimé sur mon identité sexuelle. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment accessoire. Ça rajoute pas de la valeur ajoutée à mon travail, ça fait pas de moi un meilleur manager Ça ou te un meilleur... définit pas. Effectivement, voilà. Donc ça, on passe. Et avant de laisser la parole et de plus en parler, parce que je parle beaucoup, désolé, euh, il y a ce truc-là aussi qu'il faut créer quand on veut sortir tout doucement de la solitude. Il faut vraiment se choisir une personne sûre, une personne fiable, une personne pas 10, hein, à qui on envoie un message simple. Moi, ça a été une personne vraiment qui habite très loin de là où j'habite. On se voit pas tout le temps.
Mais je pense à toi. Tu as 10 minutes cette semaine pour qu'on s'appelle. Est-ce que tu peux, je sais pas, on s'envoie des notes vocales toute la matinée, on parle de tout, de rien. Tu vois, cette personne-là qui te permet de un peu te sentir rattaché à l'humanité. Parce que tu t'isoles trop et t'es trop dans ton coin et tout et tout. Ça peut t'aider à sortir petit à petit. Après, un petit lien régulier, moi, ça a été le sport, tu vois, ce truc de dire, ah, bah, le lundi, 18h, j'ai tel sport, j'y vais. Tu rencontres des gens, je leur parle pas forcément. On ne sait pas on sait pas qui fait quoi, mais quand même de voir et de partager dans un sport de groupe et tout, c'est sympa, tu vois. Après, on rentre, on n'a pas forcément besoin de se raconter nos vies, mais ça crée quand même un rituel, un lien. Et après, une fois que c'est fait, tu as des liens qui sont établis, bah, ce que je disais tout à l'heure, une limite claire. Tu reviens au monde, mais tu ne te dissous pas. Tu es avec quelqu'un qui te permet d'être toi et tu vas pas te rétrécir parce que tu es avec une personne. Si cette personne veut ta présence, bah, elle te prend entièrement. Tu vois, des trucs comme ça. Voilà. Ça marche pas tout le temps parce qu'on se ment pas on se ment tout le temps, souvent, et on n'est pas forcément honnête avec ce qu'on en ressent. On n'entend pas cette petite voix des fois qui est un peu alarmante et qui insiste, mais qu'on essaie, qu'on veut enfuir au très fond de notre corps, de notre esprit pour pas l'entendre parce que voilà, ce qu'elle nous dit nous arrange pas. Mais des fois, faut prendre le temps de s'écouter. Je sais que c'est pas facile, je le fais pas souvent, je suis très donneur de bonnes leçons, mais c'est pas des choses que j'applique forcément tout le temps. Je tombe très souvent dans ces petits pièges et tout, dans mes retranchements, on va dire. Et je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà. J'espère que vous avez compris l'idée en tout cas. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci à Bueno pour ses magnifiques conseils. On va essayer de les appliquer. Je sais que c'est pas facile, mais on va s'accrocher et on va y arriver. Ce qui clôture cet épisode aujourd'hui. On avait très hâte de vous retrouver. On s'est remis dans le bain après cette longue durée d'absence, mais nous sommes enfin de retour pour une nouvelle saison. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours comme d'habitude sur nos différentes plateformes. On adore vous lire, on adore recevoir vos avis, vos recommandations, vos messages de soutien, etc., etc. C'est toujours un plaisir à chaque fois. Donc voilà, nous sommes enfin de retour. Merci à ceux qui nous attendaient et pour tous vos messages de quand est-ce que vous revenez. Nous sommes enfin là, c'est officiel et c'est un plaisir et nous avons très hâte de vous faire découvrir les prochains thèmes de cette nouvelle saison. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux qui ne connaissaient pas ce podcast, à vous abonner, à liker, à partager autour de vous. Et puis, merci beaucoup d'avance et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode sur votre podcast préféré, les ombres LGBTQ+. À bientôt. C'était trop bien. Bisous. À Bisous, bientôt les bisous. gens.